Parfait. Donc, bonjour à tous. Merci d'être venus en grand nombre. La présentation aujourd'hui va parler des habiletés de recherche des étudiants en génie et des étudiants de l'ETS. On a fait des recherches aussi dans la littérature sur les étudiants d'ingénierie, des recherches qui ont été faites aux États-Unis, ailleurs au Canada. Donc, on va parler de ça aussi. Et on va juste jumeler ces constats-là avec ce que nous, on a remarqué dans les ateliers de formation qu'on donne ici à l'ETS. Donc, parler un petit peu plus de nos propres étudiants. Donc, Vicky Gagnon-Moudouris, je suis responsable des services de la bibliothèque. En gros, je suis donc responsable des formations qu'on offre sur ce que nous, on appelle les compétences informationnelles, donc qui incluent ces habiletés de recherche. Et je présente ici ma collègue Marie-Renée de Sèvres-Lebeuf, qui est bibliothécaire et qui donne les formations, entre autres. Elle fait partie de mon équipe de formatrices, donc c'est la praticienne ici. Donc, s'il y avait des questions, s'il y avait des questions, Marie-Renée va y répondre et on va se partager aussi le contenu. Donc, en gros, on va parler très rapidement de ce que sont les habiletés informationnelles, comment elles se présentent chez les étudiants de premier cycle. On va parler beaucoup du début du parcours de l'étudiant jusqu'au marché du travail. On va parler de marché du travail car il y a beaucoup d'études qui ont suivi les étudiants ingénieurs dans leur milieu et donc ont appris que ces étudiants-là, finalement, réalisent qu'ils ont besoin de ces habiletés-là, de ces compétences-là, mais qu'ils ne réalisaient pas nécessairement avant. Ensuite, comment ça se présente aussi chez les étudiants des cycles supérieurs? C'est un petit peu différent, c'est sûr. On va parler plus des étudiants chercheurs, mais aussi des étudiants professionnels, parce qu'il y en a beaucoup qui sont au DESS, au cycle supérieur, et ces étudiants-là n'ont pas nécessairement la même vision, étant donné qu'ils pratiquent moins la recherche que les étudiants au cycle supérieur, au doctorat ou à la maîtrise de type recherche. Donc, très rapidement, on a une définition ici qu'on a traduite, qu'on a modifiée de l'ACRL, qui est l'American... Voilà, merci. Qui est un organisme aux États-Unis qui prend vraiment, qui est leader, qui est donc meneur dans la définition de ce que c'est les compétences informationnelles, qui a établi des normes, qui est une bonne base pour nous, pour comprendre un peu plus c'est quoi ces compétences-là, ces habiletés-là. Eux ont défini en 2016 la culture de l'information. Donc, ils entrent ça dans un concept un peu plus large que seulement les compétences informationnelles ou les habiletés d'information ou les habitudes d'information. Puis définir ça vraiment comme un ensemble de connaissances, d'habiletés, de compétences liées au processus de la découverte de l'information. Donc, on parle d'être capable de porter une réflexion sur ce qu'on trouve, d'être capable de trouver l'information, de l'évaluer, de l'organiser et surtout de la synthétiser, la comprendre et l'apporter, en fait, se l'approprier et l'inclure dans ses propres connaissances que l'étudiant a déjà. Donc, ça, c'est un point important aussi quand on parle de plagiat, parce que c'est souvent ça, l'étudiant, est-ce qu'il est capable de comprendre ce qui vient de lui, qu'est-ce qui vient de l'autre personne et de synthétiser ça, en fait, dans un travail. Donc, nous, on parle ici comme la bibliothèque, ce qu'on fait beaucoup, mais quand on regarde cette définition-là, c'est là qu'on comprend que c'est vraiment le rôle de tous et chacun. Ce n'est pas le rôle que de la bibliothèque, c'est le rôle des autres services aussi, des canaux des études. Ça implique beaucoup, parfois les services aux étudiants. Puis les professeurs, c'est sûr, tout le personnel enseignant, en fait, a un rôle important à jouer. Donc, plus en détail, le programme de développement des compétences informationnelles au Québec a défini un peu plus de façon spécifique c'est quoi ces habitudes-là, c'est quoi ces habiletés-là. Donc, en gros, je passe rapidement, déterminer c'est quoi l'étendue de son besoin d'information, accéder avec efficacité et efficience, les deux, à l'information, évaluer de façon critique l'information qu'on trouve, intégrer donc cette information à ses nouvelles compétences, l'intégrer dans ses travaux, organiser l'information et comprendre évidemment les enjeux culturels et éthiques. Et évidemment, ben là, ça, c'est le fameux lifelong learning qu'on voit maintenant aussi dans les 12 compétences d'un ingénieur, qui est celui de continuer justement sa formation, de continuer à apprendre dans une perspective de formation continue.
Concrètement, nous, qu'est-ce qu'on fait à l'ETS, en fait, pour transmettre ces habiletés informationnelles-là? Donc, nous, à la bibliothèque, on offre différents ateliers de formation pour transmettre ces compétences-là aux étudiants. Par exemple, en 2015, juste pour avoir un peu de statistiques, on a donné 91 séances de formation sur le sujet et on a formé plus de 1700 étudiants pendant l'année scolaire 2014-2015. On donne différents types d'ateliers. Donc, on a des ateliers qui sont intégrés dans les cours. Donc, c'est les professeurs qui nous demandent de venir intervenir sur différents aspects des compétences informationnelles. Donc, par exemple, dans les cours comme 110, comme 129 et MTR 801, qui sont les deux cours dans lesquels on intervient le plus régulièrement. Puis aussi, dans d'autres cours à la pièce. Je vais terminer la présentation avant. Donc, on donne aussi des ateliers à participation libre, donc qui ne sont pas inscrits dans des cours, mais des fois qui viennent répondre à des aspects des compétences informationnelles un peu plus spécifiques. Donc, par exemple, comment organiser l'information, comment faire une veille informationnelle. Donc, ça, c'est des ateliers à participation libre. Et bien sûr, on fait des rencontres individualisées avec les étudiants quand ils ont des questions ponctuelles. Donc, ils viennent nous rencontrer dans nos bureaux, puis on transmet un peu la même matière qu'en formation. Et évidemment, il y a d'autres services de l'ETS aussi qui transmettent la matière des habiletés informationnelles, particulièrement le décanat des études ou les SAE dans leurs ateliers. Et bien sûr, les enseignants dans leurs cours le transmettent aussi informellement, donc cette matière-là. Juste plus spécifiquement pour voir en fait qu'est-ce qu'on présente, pour vous donner en fait un exemple de ce qu'on présente dans ces ateliers-là. Donc, par exemple, dans le cours de comme 110, comme 129, qui est un cours de méthode de communication obligatoire à tous les étudiants du bac, donc dans toutes les disciplines, donc dans tous les départements, qui est généralement suivi dans la première année du bac des étudiants. Donc, qu'est-ce qu'on présente rapidement dans cet atelier-là? Donc, tout d'abord, on présente c'est quoi les collections, les services de la bibliothèque, donc juste pour les mettre au fait de ce à quoi ils ont accès. Ensuite, j'ai ma liste ici pour rien oublier. Donc, ensuite, on voit comment distinguer les différents types de documents parce qu'on ne trouve pas le même type d'information dans ces différents types de documents-là. Donc, juste leur faire prendre conscience, en fait, de la variété de documents qui existent. Et aussi, non seulement ils ne contiennent pas la même information, donc on ne les consulte pas pour les mêmes raisons. Donc, on ne consultera pas une norme, une encyclopédie ou un article de revue scientifique pour les mêmes raisons dans notre besoin de recherche d'information. Mais en plus, on ne les trouve pas dans les mêmes outils de recherche nécessairement. Donc ça nous amène plus loin au processus de la recherche lui-même, où on montre vraiment à l'étudiant différents outils spécifiques qu'il peut utiliser pour faire de la recherche d'informations scientifiques ou techniques. Et ça nous amène aussi à parler de la recherche dans les outils spécialisés, mais aussi de la recherche sur Internet, donc de bien comprendre les caractéristiques de la recherche dans les deux différents outils. Puis aussi, on parle aussi d'évaluation de l'information. Donc, c'est quoi les critères que les étudiants peuvent utiliser pour évaluer l'information? On parle de critères, par exemple, comme la révision par les pairs ou les éditeurs scientifiques ou académiques. Et aussi, on parle finalement des normes de citation et de référence bibliographique, donc très brièvement ici à l'ETS. Donc, ça, c'était pour le cours de première année de bac. En MTR 801, donc ça ressemble un peu à la même chose, mais on approfondit un peu plus l'information. Donc, à nouveau, on présente les services, les collections qui sont mis à leur disposition et plus particulièrement aussi comment accéder aux collections des autres bibliothèques universitaires par différents services comme le prêt en bibliothèque, entre autres. Puis, on voit comment faire une recherche d'information plus structurée ou rigoureuse pour vraiment utiliser les outils de recherche d'information spécialisés, particulièrement des bases de données d'articles scientifiques, et aussi la base de données ProQuest Dissertation and Thesis qui permet de retrouver des thèses publiées par les universités partout à travers le monde. C'est aussi rattaché à un travail de recherche que les étudiants ont à faire très concret, donc où ils doivent trouver une thèse sur leur sujet et des articles de revues scientifiques qui sont reliés aussi à leur sujet de recherche. Et finalement, on présente aussi comment évaluer l'information de manière un peu plus approfondie à nouveau, puis c'est quoi les normes de citation, de référence bibliographique à l'ETS. On fait une brève introduction au logiciel EndNote pour leur permettre de gérer leurs références bibliographiques et de pouvoir rédiger de manière un peu plus efficace. Donc, ça donne un aperçu de ce qu'on présente un peu dans les ateliers. Oui. J'ajouterais que le 1700 étudiants ici, ce n'est pas mutuellement exclusif. Des fois, des étudiants peuvent être, par exemple, suivre l'atelier dans MTA 801, venir suivre un atelier sur EndNote, aller suivre un autre atelier de la bibliothèque. Donc, parfois, on a 3 fois, 4 fois les mêmes étudiants. Donc, c'est pour ça que le chiffre est quand même élevé. Donc, les étudiants au premier cycle, on va commencer par eux en premier, puis ensuite, on va continuer avec les étudiants au cycle supérieur. À l'ETS, on réalise quand même, c'est sûr que ce n'est pas 100% homogène, mais on voit quand même une certaine homogénéité au niveau des étudiants du premier cycle versus les cycles supérieurs, surtout que la plupart des étudiants proviennent des techniques,
ont sensiblement la même âge, etc. Donc, déjà, on peut voir des tendances. Après chaque atelier, comme Marie-Renée vous a parlé, ceux qu'on offre dans les cours, on leur fait passer un formulaire d'appréciation de la présentation et on leur demande de dire au début de cet atelier, vous motivez, à la fin, comment avez-vous aimé ça, avez-vous trouvé ça utile? Et on leur pose quelques questions, quel outil de recherche utilisez-vous, etc. Et généralement, les étudiants nous disent que les étudiants, en fait, sont peu motivés, en fait, très peu motivés au début de la formation. Ils vont nous dire on n'était pas motivés, on est obligé, on va venir, tout ça. Mais à plus de 90 quand on collige justement les formulaires, ils vont nous dire qu'ils sont très satisfaits finalement de la présentation, qu'ils réalisent qu'il y avait des lacunes, parce que ces étudiants-là pensent, et ça, c'est toute la littérature le démontre, qu'en fait, qu'ils sont bons dans la recherche d'informations parce qu'ils connaissent ça, l'Internet. Mais la réalité, c'est dès qu'on entre un peu plus de façon poussée dans les outils, dans les processus, là, ils réalisent que dans le fond, c'est beaucoup plus gros que ce qu'ils pensaient. Et donc, au final, ils disent qu'ils ont trouvé ça très utile. Justement, comme on dit, la littérature aussi démontre aussi que les étudiants ont beaucoup de difficultés à définir leur sujet de recherche. Donc, quand ils ont de la difficulté à définir leur sujet de recherche, ce que ça veut dire, c'est que s'ils ont le choix de plusieurs sujets et que là, ils décident, bon, on va prendre ce sujet-là pour notre travail, ils ne trouvent pas de la documentation. Pour eux, le problème, il n'est pas nécessairement de eux, c'est il n'y a pas rien sur mon sujet. Donc, on va changer de sujet si on peut, au lieu de simplement se dire, peut-être que je n'utilise pas les bons mots-clés. Il y a des études aussi au Canada qui démontraient que c'était les étudiants d'ingénierie qui avaient le plus de propension à tricher que toute autre discipline, sauf business. On le dit toujours aux ateliers, aux étudiants d'atelier, cette citation-là, généralement, ils partent tous à rire. Là, ils font « Ah! » tu sais, ils se regardent. Et finalement, après, ils font « Ouais, OK. » Là, on leur montre les articles du Devoir, tout ça qui démontre à l'Université Laval, c'était la faculté en ingénierie qui avait le plus de difficultés, tout ça, lié au plagiat. Là, ça fait un petit choc. Là. Ils font « OK, pourquoi? » Évidemment, ça, c'est la prochaine question. Et ces auteurs-là, en fait, ce qu'ils disent, c'est que les ingénieurs, en fait, surtout étudiants, ont une approche novice par rapport à l'information, l'utilisation de l'information, la rédaction, la recherche. Tout ça, c'est vraiment la façon dont ils organisent les résultats de leur recherche. Ce qui fait que parfois, c'est souvent du plagiat par omission. On ne savait pas qu'il fallait faire ça. J'ai pris des tableaux. C'est évident que ces données-là scientifiques ne proviennent pas de moi. Le profil sait. On m'a demandé un rapport technique de 2 pages. Je n'ai pas à mettre une bibliographie à la fin, etc. Donc, c'est souvent une approche novice ou de la méconnaissance. Et donc, on se dit, bien, plus qu'on peut les informer, bien, mieux, justement, on va réussir à leur faire comprendre que c'est pas juste ça aussi, puis que quand ils vont être en milieu de travail, puis qu'ils vont avoir des rapports à remettre, puis qu'il va avoir des experts cités, bien, il va falloir qu'ils les citent aussi. Donc, ça donne simplement plus de crédibilité à leur travail. Ça prouve pas qu'ils sont pas bons ou qu'ils connaissaient pas les choses. Donc, généralement, déjà, ça se comprend un petit peu mieux. Oui. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vérifié dans la littérature scientifique ou professionnelle quelles étaient les faiblesses qui avaient été identifiées par les auteurs chez les étudiants en ingénierie au premier cycle particulièrement. Donc, on a quelques résultats de littérature qu'on va présenter, puis c'est intéressant parce que ça reflète assez bien ce que nous-mêmes, on a observé à l'ETS, pas de manière scientifique, mais disons informelle. Donc, par exemple, dans un premier ouvrage qui porte sur les compétences informationnelles de différentes disciplines, donc il y a un chapitre qui porte spécifiquement sur les étudiants en ingénierie, et l'auteur a identifié 4 faiblesses. Donc, tout d'abord, comme on a dit, une difficulté à identifier les questions de recherche, élaborer des stratégies. Donc, particulièrement, les étudiants ont de la difficulté à déterminer les mots-clés et ils ignorent souvent cette étape-là. Donc, par exemple, les étudiants, avant de se lancer dans la recherche, ne vont pas essayer de vérifier s'il y a un terme technique, des fois, qui existe pour le sujet qui les intéresse. Donc, des fois, ça les fait passer à côté d'une partie de la littérature plus scientifique sur le sujet. Aussi, parfois, ils ne savent pas qu'ils doivent chercher la littérature en anglais. Donc, on leur apprend... ou plutôt on fait la recherche avec les mots-clés en anglais, puis là, ils semblent surpris qu'on cherche en anglais. Donc, ils ne savent pas que la littérature dans leur domaine est majoritairement en anglais. Au cycle supérieur, c'est plutôt, en fait, les étudiants n'envisagent pas, en fait, toute la variété de terminologie qui existe pour désigner leur sujet. Donc, si on réfléchit à cet aspect-là avant de commencer la recherche, des fois, ça nous permet d'être juste un peu plus efficace. Donc, juste penser un peu à toute la variété de terminologie qui existe sur notre sujet de recherche.
Une autre faiblesse, c'était d'identifier des sources d'informations pertinentes, donc ils ne connaissent pas nécessairement les bases de données, les outils pour trouver des rapports techniques, des brevets, des normes, donc comment on peut accéder à ce type d'outils-là. C'est sûr que c'est une faiblesse, mais en même temps, moi, je me dis que si on n'a jamais dit aux étudiants que ces outils-là existent, on ne peut pas les blâmer non plus de ne pas les utiliser. Donc, je mettrais un bémol ici en termes de faiblesse, mais c'est effectivement une lacune, disons, qui existe. Je pourrais juste revenir ici sur déterminer les mots-clés, tout ça. Un exemple qu'on donne beaucoup aux étudiants au niveau du bac en méthode de communication, un travail que les étudiants avaient à faire, c'est de trouver les normes sur les nacelles élévatrices. Et là, quand on va dans le Termium, on réalise qu'une nacelle élévatrice, ce n'est pas le mot technique, c'est engin élévateur à nacelle qui est uniformisé dans la langue française. Donc, les normes sont, le titre ont tout engin élévateur à nacelle et pas nacelle élévatrice. Donc, s'ils cherchaient nacelle élévatrice dans notre catalogue, par exemple, si quelqu'un n'a pas indexé la norme en mettant nacelle élévatrice, ils ne retrouvent pas cette information-là. Donc, il faut vraiment qu'ils aient fait la recherche auparavant pour vérifier c'était quoi le bon mot technique pour trouver les normes associées. Ça, dans le fond, ce n'est pas un réflexe qu'on a en entrant à l'université, c'est vraiment à force de le tester et aussi en se le faisant dire, c'est sûr. Donc, si on poursuit, là, le gros point, c'est évaluer l'information aussi. Ça, c'est autre chose. Là, on parle du processus de recherche d'information, mais un coup que tu as trouvé des documents, des trucs, il faut aussi comprendre qu'il existe plusieurs types de documents, que les documents ne sont pas tous égaux, ils ne servent pas tous à la même chose, comment tu évalues, est-ce que tu es capable, de façon très simple, d'évaluer la crédibilité de la source et aussi, ensuite de ça, d'évaluer s'il y a des intentions. Là, on parle beaucoup de français, on parle de lecture, on parle de toutes ces compétences-là aussi qui entrent justement en relation avec les compétences informationnelles. C'est sûr que pour évaluer une source, il faut être capable un peu d'avoir fait une lecture rapide, parce qu'on ne va pas tout lire, et d'avoir compris un peu c'est qui cette personne-là, est-ce que je fais des recherches sur ce que j'ai trouvé sur Internet. Donc ça, c'est vraiment pas gagné encore. Généralement, les étudiants sont conscients, ils sont capables de dire « oui, on va vérifier si l'auteur est crédible », mais après, ils ne le font pas. Donc, quand on le regarde, ils sont capables de nous donner les critères, sauf que dans la réalité, dans le travail, à la dernière minute, un travail de session, tout ça, on ne va pas vérifier chacun des documents. C'est vraiment, est-ce que ça a l'air crédible? Oui, donc c'est probablement crédible. Et ça aussi, j'ajouterais que c'est un peu plus complexe parce que le professeur, même, ou peu importe l'enseignant, en fait, va des fois évaluer si il y a des documents cités, s'il y a une bibliographie, mais ce n'est pas tous les correcteurs qui vont vérifier non plus si chaque source d'information est crédible en l'ouvrant et en lisant. Donc, ça aussi, on s'attend, en fait, d'eux une certaine autonomie par rapport à ça. Et évidemment, le dernier, c'est comprendre les citations, savoir comment les rédiger, etc. On réalise une grosse lacune chez les ingénieurs qui tournent autour de tout ce qui est images, tableaux, graphiques. Tout ça, c'est ce qui est le moins cité ou c'est ce qui ont le moins le réflexe de citer. S'il y a une citation, entre guillemets, ils vont comprendre à ce moment-là que ça prend une citation. Mais la façon de rédiger quand ils ajoutent un graphique ou un tableau, des données, etc., ça, c'est pas toujours évident. Et aussi de dire quand ils l'ont modifié. Ça, c'est une autre affaire. Voilà. Aussi, on réalise donc, dans le fond, que et là, on va pousser un petit peu plus loin. Ça, c'est autre chose. C'est que les étudiants ont aussi beaucoup de difficultés à avoir la compréhension, en fait, de comment sont faits les outils de recherche. Le concept du vocabulaire contrôlé, par exemple. Que quand on cherche dans un catalogue de bibliothèque ou qu'on cherche dans une base de données scientifique, que des gens, des robots et des humains ont regardé les documents et ont accolé des mots pour faire la recherche des sujets qui sont contrôlés, en fait. Donc, dans une base de données, c'est rare qu'on va avoir, mettons, nacelle élévatrice et engin élévateur à nacelle. Ça va juste être le mot-clé engin élévateur à nacelle parce que c'est le mot qui est correct à utiliser. Donc, en utilisant ou en regardant dans les bases de données les articles ou autres types de documents et en regardant le vocabulaire utilisé, bien, ça va les aider finalement à relancer la recherche puis à mieux saisir. Là, c'est sûr, c'est un petit... c'est un processus un petit peu plus avancé.
mais qui démontre que peut-être la première année de bac, c'est pas nécessaire, mais en quatrième année de bac, déjà, ça commence à être plus important, qui est la méconnaissance, en fait, de la publication scientifique, point, aussi. Si je demande à des étudiants, et ça, même au cycle supérieur, c'est quoi la différence entre le Sciences et Avenir et cette revue que j'ai trouvée dans les 3E sur... là, ils vont dire, bien, il y en a une qui est en français. C'est le processus, en fait, d'édition, le fait que ça a été révisé par les pairs ou les comités, etc. Ça, c'est pas quelque chose qui est compris, mais c'est un peu normal. Là. Je pense pas qu'ils aient appris ça au cégep non plus. Donc, c'est quelque chose qu'il faut leur montrer aussi, puis ça fait partie, justement, de baigner dans le milieu universitaire aussi, de comprendre ces choses-là. Donc, je vais passer ici rapidement. Ça va introduire en fait notre prochaine petite analyse de tableau sur quand ils cherchent. Donc, quoi cherchent-ils, ces étudiants? Évidemment, la plupart des recherches vont nous dire que les étudiants vont utiliser Google, et je pense qu'on n'est pas naïfs. On sait tous qu'évidemment, le premier réflexe, c'est d'aller dans Google, et c'est ce qu'on leur dit, c'est correct. Tu vas sur Internet, tu regardes des articles, tu regardes Wikipédia si tu veux, tu fais juste comprendre le sujet, te l'appropries, tu comprends c'est quoi les mots. Mais après ça, il y a d'autres étapes. Ça, c'est juste la partie où tu commences à comprendre ton sujet. Après, il y a d'autres étapes de recherche, puis beaucoup d'étudiants arrêtent justement là. Donc, ce qu'ils utilisent, c'est les outils de recherche. Ce qu'ils utilisent, c'est Wikipédia, beaucoup. Ce qu'ils utilisent aussi, c'est les collègues. Ils vont demander à leurs pairs, ça on le voit dans le milieu de travail aussi, les pairs, les profs, tout ça, c'est directement d'aller poser la question oh, « Toi, as-tu de la documentation là-dessus? » Oui, j'ai trouvé des trucs et ils se les partagent. Donc, oui, je vais continuer. Dans le fond, ça, c'est aussi une autre étude qu'on a trouvée qui permet simplement de quantifier un peu ce qu'on venait d'affirmer. Donc, cette chercheur-là ici qui a compilé 1151 sondages, en fait, formulaires de sondage, pour voir quels étaient les outils de recherche utilisés par les étudiants au premier cycle. Et on voit que Google se démarque majoritairement avec 68 d'utilisation. Ensuite, en deuxième position, c'est les collègues amis qui sont les premières sources d'informations interrogés par les étudiants. Et finalement, en dernier, les outils de recherche spécialisés. Donc, nous, en fait, on va le comparer avec nos propres formulaires d'évaluation qu'on distribue avec les étudiants dans les cours. Donc, dans ce cas-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai compilé 569 formulaires d'appréciation distribués dans la formation donnée dans le cours comme 110, donc auprès des étudiants du premier cycle, sur une année, en fait. Puis, ce qu'on peut voir, c'est qu'à la question « Quelle source d'information consultez-vous majoritairement pour vos travaux scolaires? » La première réponse, c'est Google, donc avec 83 de taux de réponse. En fait, les réponses obtenues sont assez hétérogènes. Là. Les étudiants n'ont pas uniformisé leurs réponses, donc parfois, il y en a qui répondent Internet, site web ou d'autres moteurs de recherche un peu exotiques comme DuckDuckGo. Donc, si on compile, en fait, toutes ces réponses-là, on tombe, en fait, avec 89 d'utilisation des moteurs de recherche, d'Internet, des sites web comme première source d'information. Ensuite, on a 20 de réponses pour Wikipédia. Puis, on voit que toutes les autres ressources qui sont mises à leur disposition, donc toutes les ressources de la bibliothèque, les ressources spécialisées, les normes, les handbooks, c'est moins de 5 de réponses des étudiants du premier cycle. Donc, il faut dire que les étudiants, ce tableau-là, les réponses n'étaient pas mutuellement exclusives non plus, ils pouvaient en mettre plus qu'un. Donc, c'est encore pire, dans mon avis, parce que dans l'autre ici, c'était votre première source d'information, donc Google. Bien, après, je vais peut-être voir autre chose. Ici, nous, on leur demandait quelle source utilisez-vous le plus souvent? Et là, ils pouvaient nous en mettre 3-4. Ils pouvaient dire Google, mais aussi le site de la bibliothèque, aussi les handbooks. Et puis, non, ils nous écrivent juste Google, généralement. Et donc, le chiffre est encore plus élevé donc, à l'ETS que l'étude aux États-Unis. Par contre, c'est sûr que dans une recherche Google, tu vas peut-être trouver des livres, tu vas peut-être trouver des handbooks, etc., mais comme on disait tantôt, et on le voit nous-mêmes, ils ne font pas la distinction quand ils cherchent sur Internet. On dirait que tout est pareil, c'est toutes des pages web. Là, on dit, OK, on va s'asseoir, on regarde les pages web. Est-ce que ça, c'est la même chose que ça? Non, ça, c'est un article qui vient de la presse. OK. L'article qui vient de la presse, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est bon? Peut-être, ça dépend. Tu veux peut-être donner un exemple de ce qui est arrivé au Québec où les gens se sont levés contre un pipeline. Puis, bon, mais comment, un coup que tu sais ce que c'est, ce que tu as trouvé, tu vas peut-être savoir comment l'utiliser dans ton travail. Mais si tu ne le sais pas et tu penses que c'est une source super fiable,
écrit par un expert, mais tu vas l'utiliser d'une autre façon. Donc ça, nous, ça nous a frappé, puis on va le comparer tantôt avec les étudiants des cycles supérieurs. Donc, on espère une amélioration. Donc, on s'est posé la question, c'est des questions qui sont soulevées de pourquoi les étudiants, en fait, ont une si faible connaissance de la recherche et de l'utilisation de l'information. Il y a plusieurs pistes. Il y a des pistes qui soulèvent le fait que c'est sûr en sciences sociales. Moi, j'ai étudié, entre autres, en histoire. Et en histoire, des travaux de recherche, là, on en fait à la première session, on en fait tout le temps, c'est des 15 pages. S'il n'y a pas de citation, on se fait taper sur les doigts. C'est sûr, c'est ça La matière est qualitative, donc il faut faire de la recherche d'informations pour faire un travail. Oui, c'est ça. Puis je ne peux pas non plus toujours demander à un collègue parce qu'on n'a vraiment pas le même sujet. Puis lui, il ne connaît pas plus ça que moi, l'histoire médiévale au 12e siècle sur les habits des moines. Donc, on n'a pas le choix de faire les recherches. Alors, c'est sûr que la matière technique et appliquée joue un rôle dans le fait qu'ils ont un petit peu moins à faire justement de travail de recherche. Cependant, ça, c'est peut-être en première année, mais dès qu'on arrive au PFE, c'est là que nous, on l'envoie dans nos bureaux. Parce que là, tout d'un coup, ils ont à faire la recherche. Tout d'un coup, ils ont une séance d'affiche, puis dans l'affiche, ils doivent avoir une bibliographie, etc. Donc là, les lacunes, entre guillemets, se voient un peu plus tard. Non plus, c'est pas tout le monde, en fait, tous les profs qui évaluent de la même façon le fait qu'il y ait des recherche d'informations faite dans le travail, qu'il y ait une bibliographie, etc. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, ça peut paraître pour un étudiant qui a seulement eu un parcours ou dans un département X, ça serait très sérieux, très sévère, et dans un autre, on fait juste évaluer autre chose, en fait, puis c'est pas la priorité. Ça se peut aussi, ce qui est normal. Je comparais ça avec le français un peu. Autant que des gens vont être très rigoureux dans la correction du français, autant que d'autres vont dire « c'est important, mais c'est pas ça qui est la priorité ». Donc ça, c'est sûr que ça va avoir un rôle à jouer justement dans le sérieux aussi que l'étudiant fait et va utiliser pour, en fait, se perfectionner lui-même par la suite. La méconnaissance des outils de recherche, mais là, ça, c'est beaucoup de promotion, en fait, qu'il faut encore faire. Et, comme on disait tantôt, l'approche un peu novice par rapport à l'information. Au milieu du travail, ça, c'est important parce qu'on le voit beaucoup plus au cycle supérieur, au DSS, parce que là, les étudiants sont allés sur le marché du travail, puis ils viennent ensuite se perfectionner, puis ils nous disent, là, dans le marché du travail, ils me demandaient d'avoir de la documentation. J'ai dû aller déposer un document. Il y avait des avocats. J'avais besoin d'avoir de la documentation. J'avais besoin d'être préparée, etc. Donc, j'ai eu à faire des recherches. Et c'est là qu'ils réalisent, il y en a beaucoup qui sont frustrés, en fait, de ne plus avoir accès aux ressources d'information payantes qu'on leur donne actuellement à l'ETS. À l'ETS, ils ne l'utilisaient pas nécessairement beaucoup. Et c'est démontré aussi aux États-Unis. Mais en milieu du travail, ils font « finalement, c'était pratique avoir accès à ça, Scopus, ou avoir accès à ça, I3. » Donc là, c'est à ce moment-là, c'est quand on l'a pu, en fait, qu'on réalise que je faisais une recherche dans Google, puis I3A sortait. Ouais, mais ça veut dire que c'était l'école, en fait, qui te donnait l'accès. Et là, maintenant, je la fais chez moi, puis ça me dit il faut que je paye 100 $ pour avoir accès à ce document-là. Donc, c'est pas la même chose. Donc, ils trouvent aussi difficile de trouver l'information abordable. Mais les deux derniers, moi, je les ai trouvés intéressants. C'est difficile de continuer à apprendre et à s'informer. On n'a pas beaucoup de temps. On réalise qu'il faudrait, mais on ne sait pas trop comment faire. Et il y a tellement d'informations que là, on ne sait pas comment la gérer. Là, on est plus à l'aise. Les étudiants, ça, on va le voir au cycle supérieur, sont plus à l'aise pour trouver l'information. Mais là, comment ils la gèrent, cette information-là? Comment ils décident ce qu'ils vont utiliser? Puis ça, c'est un nouveau défi, en fait. C'est sûr qu'avant, quand tu allais à la bibliothèque, tu trouvais l'information. On va en parler tantôt, la recension des écrits, c'était beaucoup plus facile il y a quelques années qu'aujourd'hui, faire quelque chose de systématique. Il y a tellement beaucoup d'informations qui est disponible. Bon, on peut peut-être y aller tout de suite, vu que ça s'intègre bien. À ce diapo-là. Ouais. Dans le fond, pour revenir un peu, parce que ça s'intègre bien avec ce que Vicky disait, c'est que, en fait, une des difficultés des étudiants actuels, c'est la quantité d'informations auxquelles ils ont accès. Donc, en fait, la difficulté pour les étudiants auparavant qui faisaient des recherches, particulièrement en
cycle supérieur, c'était de l'accès à l'information, c'était d'utiliser les bons outils. Souvent, ils n'étaient pas informatisés, ils n'étaient pas accessibles à distance, donc c'était vraiment l'accès à l'information qui était plus difficile. Aujourd'hui, en fait, c'est un peu le phénomène inverse, donc l'information est beaucoup plus accessible, mais elle est rendue aussi, il y en a tellement en fait qu'elle est à peu près ingérable. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique qui est propre des générations actuelles des étudiants. Donc, comme Vicky le disait, puis dans tout ça, en fait, ça se remarque aussi dans les autres difficultés qu'on avait remarquées. Donc, la difficulté à cerner le sujet, à préciser notre recherche. Donc, parmi toute la panoplie d'informations qu'on retrouve, comment j'essaie de préciser un peu les résultats que j'obtiens, d'organiser, synthétiser toute l'information, en fait, qu'on obtient. Et en fait, c'est drôle parce que ça se remarque aussi dans les outils qui se développent pour aider les étudiants à faire leurs recherches. Donc, on voit dans les outils professionnels, maintenant, on peut à peu près plus parler de revue systématique de l'information parce que c'est à peu près impossible de réussir à recenser toute l'information qui existe sur un sujet, contrairement à avant. Donc, aujourd'hui, on va plutôt suggérer aux étudiants, quand ils doivent faire une revue de littérature, disons, de faire leur recherche jusqu'à ce que l'information devienne assez redondante. Donc, quand on découvre plus de nouvelles informations pertinentes, on peut dire que la revue de littérature est relativement complétée parce qu'on ne peut plus faire de revue systématique de l'information. Donc, ça, c'est en fait une difficulté qui est vraiment propre aux générations actuelles d'étudiants. Si on revient à cette étape d'avance qu'on voulait ajouter, donc on réalise qu'on a un problème au début, dans la connaissance des outils, dans la connaissance du processus de recherche. Ensuite de ça, on trouve l'information, c'est pas facile la gérer, l'évaluer, l'organiser. Et aussi, en milieu de travail, l'autre paradigme qu'on remarque, c'est vraiment celui du... À l'université, ils utilisent l'information un peu plus formelle. Dans le milieu du travail, il y a de l'information un peu plus informelle. Il y a beaucoup les pairs, la personne en entreprise qui a de l'expérience, tout ça qu'on va aller voir. Et c'était là, la documentation de l'entreprise aussi. C'était en fait une des sources d'information les plus utilisées par les nouveaux étudiants qui viennent de graduer, qui entraient en milieu de travail. Là, les études et les tendances, quand on interroge aussi les gens, c'est d'aller sur Internet. Donc, le problème, en fait, se répercute aussi en milieu de travail, où les étudiants vont faire « je sais que c'est moins de qualité et c'est moins de l'information de confiance, mais c'est plus facile et c'est plus rapide. Puis moi, ce que je veux, c'est quelque chose qui est facile et rapide. » Alors, on sait, les étudiants, même nous, on demande aux gens, appelle quelqu'un, puis c'est lourd d'appeler quelqu'un, de demander à quelqu'un. Tandis que si tu peux demander sur Internet dans un forum où tu dis, bien, toutes les autres personnes, de toute façon, c'est d'autres ingénieurs dans ce forum-là, ils vont être capables de me répondre, je vais avoir l'information tout de suite. Pour eux, c'est plus efficace. Il y a des disciplines aussi où c'est encore plus le cas, notamment en génie logiciel, où les communautés en ligne, les recherches sur Internet vont être préconisées par-dessus la consultation des pairs et la documentation interne dans l'entreprise. Donc, c'est un mode, en fait, complètement différent d'utiliser, en fait, l'information. Et voilà. Donc, justement, et l'organisation d'informations, comme on disait, c'est un problème. Il y a une auteure qui donne, en fait, des formations en bibliothèque, un blog que Marie-Renée nous a présenté dernièrement, qui demandait aux étudiants, prenez-vous un selfie en train de faire votre exercice lié à la recherche d'informations. Et là, elle a reçu comme une trentaine de selfies d'étudiants où, finalement, elle a analysé et elle a dit « Ah, ils font leur travail comme s'ils jouaient à des jeux vidéo. » En 3 heures, le plus possible, 6 heures de temps, on se donne un soir, go, il y a du Red Bull à côté, on travaille le plus possible et là, c'est fini, le travail est fait. Donc, on reconnaît aussi, on peut reconnaître certaines personnes là-dedans aussi, mais ça démontre un peu cet esprit-là que si on s'y prend aussi à la dernière minute et on n'a pas un bon processus, on ne garde pas bien l'information, mais à la fin, ça peut arriver lors de la rédaction, des problèmes aussi de plagiat et d'éthique. On va passer aux étudiants des cycles supérieurs. Donc, il y a une étude qui est assez importante qui s'appelle Researcher of Tomorrow. Ils la refont d'année en année, je pense aux 2-3 ans, qui est en collaboration avec la British Library, là, JISC, ça s'appelle comme ça maintenant, c'est un acronyme, mais maintenant ils font juste appeler JISC, qui démontre que, et ça c'est assez réputé, même l'ADESA, qui sont les doyens de la recherche, ont utilisé cette étude-là pour démontrer un peu c'est quoi les compétences qui devraient être prônées chez les étudiants des cycles supérieurs, enseignées aux étudiants des cycles supérieurs. Et donc, pour eux, ils évaluent un petit peu plus les étudiants de doctorat de la génération Y
Puis justement, ils réalisent un petit peu ce qu'on est en train de dire, c'est que ça se répercute aussi chez les étudiants de doctorat, où l'accès, le fait que c'est compliqué parfois d'accéder à certaines informations, c'est un frein pour eux. Mais le deuxième point était plus important pour moi, qui était pas le libre accès, mais le droit d'auteur, semble être une source de confusion pour la génération Y. Donc, pour eux, c'est pas si évident que ça, qu'est-ce qu'on doit citer, quand on doit le citer et comment on doit le citer. Puis nous, on le voit ça beaucoup. Des fois, les étudiants, ceux qui sont conscients de ça sont en panique. On dirait, là, ils font « Là, je veux pas couler, je veux pas me faire dire que j'ai pas été correct. Comment je dois faire ça correctement? Ça, je sais plus si je l'ai lu ou si ça vient de moi. Cette information-là, est-ce que c'est du fait grand public et est-ce que je dois la citer, etc. » Donc là, on commence à voir, même les bons les étudiants, en fait, quand ils sont conscients, il y a un petit moment de panique. Et les autres, c'est comme un nouveau, quelque chose qui est une révélation. Et la citation des sites web, ça, c'est quelque chose d'assez complexe parce que pour eux, ils vont dire, j'ai pas cette information-là. Puis là, on dit, OK, bien d'abord, est-ce que tu considères que ta source, elle est fiable? S'il n'y a aucune information qui te permet de vérifier cette information-là. Ah oui, ça a l'air d'une bonne communauté. Mais encore. Donc, ce qu'on voit, c'est ça, c'est que c'est l'information numérique. C'est ça qui apporte au niveau des cycles supérieurs, cette espèce de... Il y a beaucoup d'informations, on ne sait pas comment l'évaluer, on ne sait pas comment l'organiser. Et comme je disais, justement, le rapport du GISC, si vous voulez aller voir ça, c'est intéressant, ça l'a influencé au Québec, les doyens à la recherche, tout ça, qui ont fait justement un beau rapport avec les compétences qu'ils visent pour les étudiants de maîtrise et les étudiants au doctorat, et ils font une distinction par rapport à leur niveau, justement, d'habileté. Et puis, on voit que, comme je disais tantôt, ceux qui arrivent des milieux professionnels ont peut-être moins d'habileté dans la recherche d'informations, mais sont beaucoup plus conscients qu'ils ont des lacunes. Et là, c'est pas de niaisage. Je fais un DESS en ingénierie financière ou peu importe, et j'ai besoin de trouver de l'information, j'écoute, je veux comprendre, donne-moi une méthode, donne-moi un processus, je vais essayer de l'appliquer le plus vite possible pour, après ça, rapporter ça dans mon entreprise, parce qu'ils ont cette conscience-là que ça va être utile, pas juste pour faire un travail ou finalement, les étudiants, eux, qui font de la recherche, bien, eux comprennent que c'est important pour la recherche, mais l'apprentissage est un petit peu plus long parce qu'au début, ils veulent tout faire eux-mêmes, puis là, finalement, ils réalisent qu'il y a des méthodes et qu'il y a des façons plus efficientes, justement, d'y arriver. Donc ça, on va prendre le tableau de tantôt, Marie-Renée va le présenter, qui était celui avec les premiers cycles. Exactement, donc qui quantifie un peu les outils de recherche qui étaient les plus fréquemment utilisés par les étudiants. Donc là, on a ajouté les pourcentages d'utilisation par les étudiants des cycles supérieurs en recherche. Donc, on voit que Google diminue fortement, donc passe de 68 à 21 les collègues et amis aussi, et c'est les outils de recherche spécialisés, dans le fond, qui se démarquent à cette étape-là. Ce qui, à nouveau, reflète, en fait, ce qu'on observe, nous aussi, avec nos formulaires d'évaluation ou d'appréciation qu'on distribue dans nos formations. Donc, ici, j'ai pris les formulaires d'appréciation distribués dans la formation en MTR 801, donc formation qui est offerte aux étudiants des cycles supérieurs en maîtrise avec mémoire, mais qui est aussi ouvert aux étudiants des ESS ou maîtrise avec projet. Et à nouveau, on leur demandait quel était l'outil de recherche qu'ils utilisaient le plus fréquemment pour leurs travaux académiques. On voit, Google diminue, je vais naviguer entre les deux tableaux, donc celui des premiers cycles et des cycles supérieurs que j'ai présenté un peu plus tôt. Donc, Google, qui était utilisé à 89 ou l'Internet en général par les premiers cycles, diminue à 56 pour les étudiants des cycles supérieurs. On voit par contre l'émergence des bases de données spécialisées. Donc, on arrive avec 51 d'utilisation des bases de données spécialisées comme principale source d'information pour les recherches académiques. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y avait en fait toute une panoplie de bases de données spécialisées qui étaient mentionnées par les étudiants. Donc, ils mentionnaient spécifiquement Science Direct, IEEE Explore, Compendex, Inspect, alors que les étudiants des premiers cycles disaient juste revues scientifiques sans nécessairement mentionner quelle revue ou où ils allaient les chercher. Donc, au moins là, on voit qu'ils les connaissent vraiment, probablement qu'ils les utilisent aussi. Et on voit aussi un peu l'émergence des ressources de la bibliothèque, donc le catalogue de la bibliothèque qui passe à 14 Et dernier phénomène intéressant, donc Wikipédia qui chute quand même pas mal, donc seulement 8 des étudiants qui citent Wikipédia comme une source d'information au cycle supérieur.
Mais quand même, on voit quand même une petite tendance sur l'étude. Si je reviens ici aux États-Unis, nos étudiants utilisent beaucoup plus Google et utilisent beaucoup plus les moteurs de recherche et les sites web que cette étude-là. Je ne sais pas si c'est lié à la façon dont la question elle a été posée. On ne sait pas non plus si c'est lié au fait que c'était la première, peut-être, source d'information qu'ils utilisaient, puis après, ils passaient à autre chose. Mais malgré tout, nous, ce qu'on réalise aussi, c'est bon, peut-être aussi qu'il y avait des sciences appliquées, des sciences fondamentales aussi. Il y a une différence aussi entre les deux types d'étudiants sur l'utilisation des sources d'information. Donc, aussi, on va jumeler ces tableaux-là, en fait, qu'on a vus à un test qu'on a fait faire aux étudiants au cycle supérieur en MTA 801. Donc, en gros, l'étude, entre guillemets, qu'on leur a fait faire, c'est qu'on a fait un pré-test sur Moodle et un post-test aussi sur Moodle. Et entre les deux, les étudiants avaient un atelier de formation de la bibliothèque d'environ 2 heures. Donc, dans le pré-test, on a pu voir leurs connaissances de base et leurs compétences de base parce que le test, en fait, incluait 11 questions de profil. Donc, c'était qui, d'où venaient, c'est où qu'ils avaient fait leur premier bac, vu qu'ils étaient à la maîtrise, etc. Ensuite, 45 questions de connaissances, donc des vrais ou faux, des choix multiples, etc. Et 8 questions de tâches, donc des questions ouvertes où on leur demande « écris tout ce que tu fais quand tu fais cette recherche-là, etc. » Puis nous, ça nous donnait de la matière pour voir comment, en fait, ils cherchent. Parce qu'on a beau avoir ces belles données-là, ils utilisent telle source d'information, mais on ne voit pas toujours comment, en fait, ils l'utilisent en temps réel. Donc là, ils nous l'écrivaient. Avant de faire le test officiellement dans le cours de MTR, on a fait des groupes tests. On a fait un groupe test avec des étudiants qui avaient déjà suivi MTR 801, des étudiants qui ne l'avaient pas suivi. Puis ceux qui avaient utilisé MTR 801 avaient été capables d'effectuer le test, mais pas les autres. Ils avaient abandonné, c'était trop long, c'était complexe, ça demandait beaucoup de lecture, tout ça. Donc, on réalisait que déjà, il y avait quand même une certaine complexité pour eux à comprendre toutes ces notions-là, pour les étudiants qui ne faisaient pas, en fait, le cours de MTR 801. Ils n'étaient pas au même niveau que ceux qui étaient inscrits au cours de MTR 801. Et entre le pré-test et le post-test, on a réalisé une augmentation de 20 des résultats dans les compétences qui ont été ciblées. Donc, en gros, voici les compétences. Il y en avait 6. Ça, c'est 3 sessions de tests qui ont été compilées. On a plus que ça maintenant. On pourrait en plus les recompiler pour savoir si la tendance continue. Mais pour presque toutes les compétences, on a vu ici une amélioration, sauf, là, il y a rouge sur rouge, là, sauf la dernière qui évaluait la qualité des sources d'information, c'est resté égal. Donc, en gros, la première compétence qui s'est améliorée, c'est naviguer dans le site web de la bibliothèque, les ressources, les services, tout ça. Ça, on s'attend qu'il y ait une augmentation, puis c'était déjà quand même bien à 70 %, c'était la plus forte de base, parce qu'évidemment, naviguer sur un site web, au pire, tu ne connais pas le site web, tu es quand même capable de te retrouver. Fait qu'on passe vite. Le deuxième, reconnaître les types de documents. Là, il y avait deux choses. Une liste de références. Il devait reconnaître dans la liste bibliographique, là, comme une liste de références bibliographiques, qu'est-ce qui était un article, qu'est-ce qui était un livre, qu'est-ce qui était une conférence, etc. Et ils devaient aussi, on leur montrait des types de documents, mais ils devaient identifier c'était quel type de document. Ça, c'était très peu réussi. Et là, on parle d'étudiants au cycle supérieur en MTA 801. Très peu réussi par les étudiants. Donc, la preuve qu'encore au cycle supérieur, tout comme au baccalauréat, ce qu'on voit qui apparaît sur Internet, tout se ressemble. Pour eux, tout est une page web. Et là, d'analyser c'est quel type de document, c'était beaucoup plus difficile. Par contre, après la formation, il y a une bonne augmentation. Le pourcentage de réussite est vraiment meilleur. Et ça, on s'est dit, OK, c'est évident, c'est des questions de connaissance. Un coup que tu l'expliques à quelqu'un comment faire, il devrait être capable ensuite, s'il met de l'effort, de réussir. Donc, on est content de ça, ils ont réussi. Cibler les besoins d'information. À ce moment-là, c'est des étudiants encore de cycle supérieur, donc ils avaient des sujets de recherche et un tableau de concept. Donc, un petit tableau là, avec quelques colonnes doivent, entre autres, dire c'est quoi les mots-clés
qu'ils utiliseraient pour faire une recherche sur ce sujet-là, comment ils procéderaient, etc. Puis ça, quand même, il y a une augmentation, mais c'est pas tout à fait encore, c'était pas tout à fait acquis. C'était vraiment la partie, le processus de recherche d'information qui était le plus faible en partant. Il y a une augmentation, mais elle n'est pas immense. Elle n'est pas encore assez élevée. Chercher dans les outils de recherche, là, on donnait, par exemple, des résultats d'une base de données. Cette question-là m'a frappée assez... tu as les résultats de recherche, puis tu dis aux étudiants, OK, ça donne 1 million de résultats, là, ça donne 100 000 résultats. Réduis-moi ce nombre de résultats-là et pour que ça reste quand même pertinent, le choix que tu vas avoir. Et là, il disait, bon, ben, je vais diminuer par les dates. Je vais ensuite aller choisir les universités. Je vais cliquer sur des auteurs. Tu sais, mais ça ne restait pas pertinent. Cliquer sur des auteurs que tu ne connais pas, tu réduis le nombre de résultats. Mais en quoi ça reste pertinent, les résultats? Tu as passé peut-être à côté de plein de résultats importants. Donc, là, c'est sûr que tu ne sais pas que le nombre de citations, tu peux limiter par ça, que tu pourrais ajouter des concepts. Ta question de recherche était trop large, rajoute des concepts plus précis, utilise le vocabulaire contrôlé, les sujets, etc. Ça, c'était pas réussi. Et encore après coup, c'est pas complètement encore totalement intégré. Utiliser l'information de façon éthique. Ils avaient des questions de type voici un ouvrage, bien, fais-moi la référence. Donc, un coup qu'on leur avait montré le guide de rédaction de l'école, ça allait bien. Ils sont capables de faire la référence, de suivre la méthode. Par contre, là où ça a été quand même échoué, même après, c'est toutes les questions, on avait des vrais ou faux, du genre l'eau gèle à 0 degré. Dois-tu citer cette information-là? Perdu. Ils ne savaient pas. C'est quoi, cette information est-elle du domaine public? Puis là, on donnait des informations qui datent de plus de 50 ans, normalement, oui ou non. Est-ce que, voici ce tableau tiré d'un novel qui a été modifié par l'étudiant, doit-il citer ce tableau? Doit-il citer qu'il l'a modifié, etc.? Puis ça, on voit, c'est un gros mélange, là. Donc, depuis, il y a quand même ATE 800. Qui existe, que les étudiants doivent suivre. Donc, j'espère que si je refais ça, il va y avoir une bonne augmentation dans la connaissance, en fait, d'éviter, en fait, de connaître comment, c'est quoi les processus, justement, de rédaction éthique, le plagiat, la propriété intellectuelle. C'est encore plus important, je dirais, au niveau des cycles supérieurs, parce qu'ils vont avoir parfois à publier. Et là, c'est la panique. Parce que quand on publie, il faut demander les droits d'utilisation des images, entre autres. Et ça, c'est quand on leur dit cette information-là, là, on vient d'inventer quelque chose. C'est comme si, c'est pour eux, là, c'est pas quelque chose qu'ils connaissaient. Pourtant, il y a des outils quand même assez simples qui permettent aux étudiants de faire ces demandes-là sans que ce soit trop compliqué. Mais, quand même. Et évaluer la qualité des sources d'information. Entre autres, là, celui-là, on leur posait une colle. Dans les questions de tâches, on avait utilisé un générateur de faux articles scientifiques que des étudiants du MIT ont bidouillé. Là. Et puis là, dans le fond, tu entres, je pense que c'est Charlemagne, je pense qu'on avait Charles Quint, l'auteur. On avait écrit, là, ça invente en fait du contenu, du texte plus ou moins inventé. C'est auto-cité dans la bibliographie, mais ça ressemble à un article scientifique. C'est tout... La structure, j'allais dire packaging, c'est tout fait comme si c'était un article scientifique. Là. Et les étudiants, on leur disait, OK, premièrement, nomme-moi 3 critères, là, c'était peut-être 5, 3 critères pour identifier la crédibilité de cet article-là et dis-moi s'il est crédible ou pas, si tu peux l'utiliser dans ton travail. Et là, c'est là que je réalisais ce que je disais tantôt. Les étudiants disaient 3 critères. L'auteur, est-ce récent ou pas? Est-ce qu'il y a des citations? Est-ce qu'il y a une bibliographie? Est-ce que l'auteur est associé à une université? Est-ce que la revue est crédible? Puis là, à la fin, est-ce que cet article est crédible? Oui.
Parce qu'il y a un auteur, il y avait une université affiliée, il y avait une liste bibliographique, tous les critères étaient là. Et là, les 10 je ne sais pas, les quelques étudiants qui réussissaient ça, là, ils disaient, ben non, c'est pas crédible, je suis allée voir sur Internet, ça n'existe pas, puis Charles Quint, c'est pas un scientifique. Donc, tu sais, on a mis un auteur assez facile à trouver sur Internet pour comprendre que c'était pas exactement ça, là. Et là, les plus avancés, en tout cas, réalisaient, ben non, ils s'autocitent tout le temps dans la bibliographie, puis j'ai lu l'introduction, ce qu'il disait, c'était rien. Donc, là, on voyait les étudiants qui allaient plus loin et ceux qui n'allaient pas plus loin. Et malgré tout, ça, c'est une question d'effort aussi, malgré tout, après la deuxième évaluation, ça a encore été pas réussi, ça. Parce qu'évidemment, ils comprennent, c'est oui, il faut que je vérifie les critères, mais après ça, est-ce que tu le fais? C'est une autre étape. Donc, constat, on réalise justement qu'il y avait plusieurs étudiants qui avaient de la difficulté à faire le test juste parce qu'il y avait de la difficulté à lire les questions. Alors là, on réalise le problème est peut-être connexe à d'autres problèmes. Les questions étaient en français, il y a beaucoup d'étudiants en anglais. Les étudiants qui étaient francophones avaient de la difficulté parfois, assez souvent, à lire les textes qui étaient en anglais, des articles scientifiques, tout ça. Donc, parfois aussi, c'était l'approche à la technologie. On donne des ateliers à la bibliothèque, je fais une parenthèse sur EndNote, et j'ai toujours été fascinée. Parfois, je dis aux étudiants, OK, alors là, on ouvre Google Scholar. Puis là, je m'en vais dans Google, je fais Google Scholar, je rouvre Google Scholar. Puis là, je commence à faire mon exercice. Puis là, j'ai 2-3 étudiants avec la main. Excusez, là, comment vous avez fait pour aller dans Google Scholar? Là? Je suis perdue. Là, t'es comme, OK, là, on est des étudiants au cycle supérieur. Donc, peut-être aussi qu'ils sont moins baignés dans la technologie, je ne sais pas. Mais des raisons, il y en avait beaucoup là, qui avaient de la difficulté avec le test, là, juste en panique. Qu'est-ce que je fais? Là, j'ai terminé le test. C'est écrit. Clique sur terminer. OK, mais t'es sûr, là, après, il est envoyé, là, le test. Donc, la plateforme, déjà, causait parfois des problèmes. Et comme je disais, on réalise que les questions liées aux connaissances se sont améliorées. On leur donne les connaissances qu'ils ne savaient pas, c'est-à-dire, voici comment faire un processus, voici comment identifier les types de documents, voici les bases de données que tu ne connaissais pas, etc. C'est sûr que un coup qu'ils ont l'information, mais là, c'est à eux de l'utiliser ou pas. Mais ça s'améliorait. Mais tout ce qui était processus, esprit critique, analyse, organisation, etc., tout ça, c'est pas encore adapté parce que c'est pas en 2 heures que tu apprends à faire ça. Tu dois te développer une méthodologie, puis ça, c'est plus long. Donc, dans le fond, les différents constats qu'on a présentés aujourd'hui dans la présentation, donc par exemple les constats qui provenaient de la littérature, aussi des normes de compétences informationnelles qui sont proposées par les organisations professionnelles, nos propres observations, nos formulaires d'évaluation, les pré-tests, post-tests, donc tous ces données-là qu'on a pu récolter. Comment est-ce que ça nous a amené en fait à revoir un peu notre offre de service en termes de formation aux habiletés informationnelles à la bibliothèque? Donc, la première chose, ça nous a permis, bien sûr, de recentrer la formation MTR 801 suite directement au pré-test, post-test. Donc, on a mis un peu plus d'accent sur tout ce qui concernait l'évaluation des sources d'informations particulièrement. Ça nous a amené aussi à mieux cibler certaines compétences qui sont plus peut-être demandées chez les étudiants, chercheurs, mais aussi les étudiants professionnels que parfois on rejoint un peu moins dans nos formations. Donc, on s'intéresse beaucoup aux étudiants qui sont en milieu académique, mais ensuite, sur le marché du travail, parfois les compétences qui sont demandées sont un peu différentes. Donc, on a essayé de répondre à ces besoins-là aussi. On a développé une offre de formation à participation libre qui s'appuie sur nos constats, mais aussi sur les normes de compétences informationnelles de l'ACRL, donc l'Association of College and Research Libraries. As-tu ouvert Internet? Non, Internet n'est pas ouvert. Donc, on va vous la montrer justement. On l'a retravaillé plusieurs fois. En raison des demandes des étudiants, puis des lacunes qu'on trouvait, etc. Donc, déjà, là, il y a l'étape aussi de promouvoir cette offre-là, puis on s'est assuré aussi qu'elle était en complémentarité avec ce qui existe déjà. Parce qu'il y a déjà des formations qui se donnent à l'école, que ce soit par le décanat, parfois les SAE, etc. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, on veut que ça soit quand même complémentaire. Et là, on essaie de les faire connaître aussi aux enseignants
pour qu'ils réfèrent les étudiants ou aux étudiants pour qu'eux-mêmes, s'ils veulent en savoir plus, puissent venir. Donc, Félix, qui est dans la salle, justement, revient d'un atelier de formation qui avait lieu ce midi. Souvent, il y a à peu près une quinzaine d'étudiants inscrits à chacune de ces séances-là, donc ça marche quand même assez bien. C'est ça. Donc, par exemple, on voit certaines lacunes qu'on avait identifiées comme organiser l'information, les références bibliographiques, donc face au foisonnement d'informations qu'on trouve sur Internet, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de mieux l'organiser pour nous aider à la synthétiser, à rédiger par la suite. Aussi, on a fait une formation ouverte de recherche avancée de documentation scientifique, donc pour les étudiants qui ne sont pas nécessairement inscrits en mémoire, en maîtrise avec mémoire, mais qui peuvent quand même être intéressés par le processus. On a souvent des étudiants du bac aussi qui sont intéressés par ce domaine-là, donc qui viennent dans la formation. Aussi, on a mis s'initier à la recherche de brevets parce que c'est un type de document qui intéresse beaucoup les étudiants, mais qui n'était pas couvert dans nos formations en général. Donc, ça suscite toujours beaucoup de curiosité et d'intérêt, ce type d'information-là. Plus particulièrement pour les étudiants au cycle supérieur, donc s'initier à la veille informationnelle, donc pour pouvoir se tenir informés des dernières publications, des derniers développements sur nos sujets de recherche ou sur nos domaines d'intérêt particuliers, donc ce qui fait partie aussi du lifelong learning qui est demandé auprès des ingénieurs. Aussi, certains trucs et astuces pour savoir, en fait, pour connaître le fameux écosystème de la publication scientifique, donc savoir comment identifier les revues pertinentes, comment faire pour augmenter la visibilité de mes travaux de recherche, comment évaluer les revues. On a aussi élaboré une formation spécifique qui s'adresse spécifiquement aux étudiants qui vont sur le marché du travail. Donc, une fois que vous aurez quitté l'ETS, vous n'avez plus accès à nos différentes ressources payantes, mais il y a quand même plusieurs ressources gratuites qui existent. Même BANQ donne accès à certaines ressources qui sont assez intéressantes pour les ingénieurs aussi, qui sont un peu méconnues. Donc, ça leur permet de prendre connaissance des ressources auxquelles ils vont avoir accès sur le marché du travail pour ne pas se retrouver désemparés puis avoir seulement Google entre les mains comme outil, aussi efficace que Google soit. Et finalement, pour certaines formations plus spécifiquement sur EndNote pour la rédaction et la gestion des références bibliographiques. C'est un peu plus technique, informatique, celle-là. Voilà. Ah oui, puis pour revenir, mis à part les formations libres, donc on s'est mis aussi à intervenir dans le cours DGA 1031, qui est le cours de lecture dirigée au niveau du doctorat, si je ne me trompe pas, donc un cours de méthode de recherche, donc où on fait une présentation aussi sur les processus de recherche d'information scientifique. Et on a instauré un projet pilote de formation individualisée avec les doctorants. Donc, on rencontre les doctorants un à un dans une série de 3 ou 4 formations selon les besoins de l'étudiant. Puis là, on peut vraiment adapter, en fait, le processus de la recherche à ces domaines de recherche spécifiques. Donc, on a une séance, en fait, où on prend simplement connaissance du sujet de recherche de l'étudiant pour échanger un peu sur le sujet. On présente brièvement les services de la bibliothèque. Puis, on installe aussi un logiciel de gestion bibliographique sur son ordinateur pour qu'il puisse, dès le début, pouvoir gérer efficacement ses références. On a une formation sur la recherche avancée d'informations scientifiques dans des sources d'informations vraiment spécifiques à son domaine de recherche. Puis, on a aussi d'autres séances qui parlent plus spécifiquement de la bibliométrie, donc se familiariser un peu avec ce domaine-là. C'est quoi des notions comme les facteurs d'impact, les indices H, dont on commence à entendre parler, donc juste démystifier un peu ces notions-là. Et aussi sur la veille informationnelle, donc pour qu'il puisse placer, par exemple, des alertes, puis être tenu au courant des dernières publications sur son sujet de recherche, donc pas avoir besoin de refaire le processus de la recherche plusieurs fois pendant son processus d'apprentissage. Le projet pilote de formation individualisée pour les doctorants, on le fait en partenariat avec les profs. C'est sûr que c'est eux aussi qui encadrent les étudiants. Donc, la première mouture d'étudiants qu'on a reçue, c'était les étudiants du professeur James Lapalme. Donc, en ayant tous ces étudiants, on pouvait voir presque tous ces étudiants participer. Donc, ils pouvaient voir justement le changement, est-ce que c'était pertinent, tout ça. Et les commentaires des étudiants là, sont plus qu'élogieux. Là. On n'avait pas ça à Concordia. Enfin, aussi, pour eux, c'est rassurant aussi d'avoir des gens qui offrent des services comme ça. Que ce soit nous, que ce soit les SAE aussi, sur certains autres plans, etc. Parce qu'ils peuvent aller voir aussi des gens qui les évaluent pas. Donc, ils peuvent poser des questions parfois niaiseuses ou qui se disent « Là, je veux aller voir mon prof avec ça, c'est correct. Est-ce que c'est correct ou je vais me faire virer de bord avec les articles que j'ai trouvés, par exemple? » Donc, parfois, c'est un petit peu plus rassurant. Donc, peu importe le niveau d'études des étudiants, ce qu'on disait justement, c'est qu'il y a plusieurs étapes
on voit, ils ne sont pas tous mauvais dans tout, là. C'est juste des étapes qui n'ont pas tous toutes franchies. Donc, parfois, c'est trouver du vocabulaire, reformuler les questions de recherche. Ça, on le voit beaucoup plus au niveau du baccalauréat. Comprendre le vocabulaire contrôlé, le vocabulaire technique aussi. Même si on fait une technique en génie, ben, n'empêche qu'il n'y avait pas accès à ces sources d'informations-là. Maintenant, ils ont accès, c'est un petit peu plus compliqué. Et même le transfert de la littérature en français à la littérature en anglais, pas toujours facile à faire. Comprendre les différents types de documents, puis surtout, comment les utiliser. Là, c'est ce que je trouve intéressant avec le cours de méthode de communication, c'est-à-dire que, j'espère en tout cas, que des fois, ils font le lien quand on leur dit ton sujet de recherche, c'est l'agrandissement d'un dépotoir à Montréal. Si tu trouves des articles sur les dépotoirs, bien, peut-être que ça peut te servir à faire ton introduction. Mais si après, tu trouves des articles sur ce dépotoir-là, bien, peut-être que tu vas pouvoir comprendre que si c'est un article d'un quotidien, d'un grand journal, c'est pas la même chose qu'un article technique. Pourquoi tu utiliserais celui du journal? Parce que tu veux avoir un avis de la population là-dessus, tu vas ajouter ça dans ton texte, tu vas comparer les plaintes des citoyens avec les plaintes, les demandes de l'industrie. Et là, juste quand on faisait les recherches dans Google, bien là, on voit, OK, ici, c'est le BAP. Ici, c'est l'organisme environnemental qui a fait des demandes. Ici, c'est un groupe de pression. Tout ça, tu n'utilises pas ça de la même façon. Ça ne veut pas dire que tu en mets de côté nécessairement, c'est juste que tu vas les utiliser dans ta rédaction de façon différente. Là, on leur en demande, mais on espère que ça va bien rentrer. Ensuite de ça, un petit peu plus complexe encore, comprendre comment l'écosystème de la publication scientifique fonctionne. Et surtout, comment organiser l'information et comment ensuite bien la citer. Donc, c'est vraiment des étapes là, qui ne sont pas toujours réussies, mais que tout le monde peut bien intervenir dans le milieu universitaire pour s'assurer que les étudiants aient ces compétences-là qui sont, disons, plus transversales que des compétences pures qui sont liées à la matière, qui sont beaucoup plus concrètes et faciles à apprendre. Donc, ensuite de ça, on a une bonne bibliographie de documents qu'on a utilisés. Donc, si vous voulez aller plus loin, lire là-dessus, on a aussi la présentation qui va être accessible par la suite. Donc, c'est sûr, c'est un portrait vite brossé. Les futures étapes, c'est ça. On continue à travailler aussi avec les services, avec les profs, parce que notre objectif, le personnel enseignant en général, hein, des fois, c'est chargé de cours, chargé de TP. On essaie justement d'avoir une bonne collaboration, de faire connaître nos services, de faire connaître qu'on peut aider par rapport à ça, puis de s'assurer que ça soit un peu, pas juste nous qui est le porteur d'eau là-dessus, en fait, que tout le monde s'implique un petit peu. Et puis, on a des bonnes idées. On aimerait ça, entre autres, identifier des cours où justement les étudiants ont plus de travail de recherche à faire pour revenir là-dessus avec eux. C'est pas obligé d'être en présence dans le cours, ça peut être par des guides, ça peut être par un paquet d'autres outils. Mais aussi, autre chose, potentiellement, une des choses que j'aimerais faire, c'est m'asseoir avec un groupe d'étudiants, puis utiliser des méthodes d'évaluation où tu observes, des méthodes d'observation, en fait, où tu demandes à des étudiants de faire des procédures et on fait juste observer la façon dont ils fonctionnent. Ça peut être intéressant aussi pour voir, justement, parce que nous, on leur montre des méthodes, mais ensuite de ça, s'ils ne les utilisent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas toujours adaptés à leur style de vie, à leur méthode aujourd'hui ou peu importe. Donc, on essaie de s'accoler le plus possible à ce qu'ils font. Voilà. Donc, si vous avez des questions, c'est le bon temps. Si je regarde, parce que là, je regardais les cycles supérieurs, ouais. Les doctorats, surtout avec recherche. Là, il y a quand même une cohérence dans votre interprétation et ça, c'est ce qu'on leur demande de faire. Ouais. Vous venez là, vraiment offrir quelque chose qui est une ressource absolument essentielle à leur succès en tant qu'étudiants. Le problème au premier cycle, et là, c'est mon interprétation, c'est que oui, on leur donne ça, on a vu cours de com, on intervient, mais ces compétences-là ne sont jamais rappelées. C'est-à-dire qu'on ne fait jamais appel à ça après. Il n'y a jamais un moment où ils sentent, oui, il y en a un moment, c'est quand ils prennent mon cours à 4 mais ils ont comme pas mal tout oublié. Fondamentalement, on a ce problème-là
qui est de dire, voici une compétence que les étudiants se doivent de développer, mais pour différentes raisons, c'est ça, c'est ce qu'on appellerait, moi j'appellerais ça une compétence transversale. Ouais. C'est pas en le faisant une fois là, Que tu l'apprends. Non. En fait, la notion même de compétence, C'est de le transférer. Donc, dans ce sens-là, on a un gros problème. C'est ça que je te disais, ça serait intéressant, mais moi, je commence à pas mal être convaincu du résultat qu'on va avoir. C'est d'arriver au département et de leur dire, écoutez, il n'y a pas un nouveau cours où ces choses-là sont mises de l'avant, où on demande aux étudiants, parce que c'est le genre d'affaire, hein, quand c'est la responsabilité de tout le monde, regarde, Personne. On réalise, en faisant, entre autres, ce travail-là, de colliger ces informations-là, que dans le milieu du travail, c'est demandé. Puis c'est là que les étudiants font « Ah, tu sais, des fois, j'ai pas appris ça à l'école. » Tu sais, on l'entend. Tu sais, moi aussi, je peux sûrement dire ça aussi. J'ai étudié en éducation, j'ai étudié en sciences d'information. Puis là, après, tu arrives dans le milieu du travail, tu n'as pas appris ça. C'était théorique, ce qu'on a appris, mais bon. Par contre, il y a certains cours où on intervient, qu'on n'a pas noté, là, il y en a beaucoup, là, qui nous font intervenir, certains profs qui nous font intervenir en 3e année, en 4e année. Puis il y a des départements où on est plus invité que d'autres aussi, où pas nécessairement intervenir, mais aussi le prof, des fois, peut dire « Moi, j'ai envie de montrer ça à mes étudiants. Est-ce que tu as de la documentation pour m'aider, moi, aussi, à mieux l'enseigner? » Ça arrive. Et il y a des cheminements, comme je disais, dans le fond, les étudiants en génie biomédical, par exemple. Quand on intervient toujours avec eux, mais quand on intervient, là, eux, on dirait que c'est quelque chose qu'ils comprennent, le processus de recherche, comment l'importance, comment utiliser les bases de données. Ils veulent aller plus loin là-dedans. Ils utilisent des bases de données assez complexes. Le vocabulaire contrôlé, c'est quelque chose qu'on leur montre, tout ça. Donc, eux, déjà, ont une conscience que c'est important parce que dans le type de travail ou dans le type universitaire, dans le type d'application qu'ils font de leur matière d'ingénierie, ils voient qu'ils ont besoin de faire ça. Donc, généralement, c'est sûr que ça va être lié au travail qui est demandé à l'étudiant dans le cours. C'est pas juste le fait de rédiger, c'est le fait d'avoir à trouver. Ça peut être même avec les clubs étudiants. Là. Il y en a des fois qui vont dire, ben là, il faut qu'on construise un voilier ou je sais pas quoi. J'ai besoin de normes parce que dans la compétition, ils me demandent de savoir où j'ai eu cette information-là. Donc, là, c'est une prise de conscience. Ça. Mais c'est sûr qu'il y a un travail à faire. Puis ça, c'est à tout le monde. Hein. Dans les autres universités, si je regarde à la Polytechnique, ben, eux, au cycle supérieur, ils ont décidé de faire un cours là-dessus. La bibliothèque intervient 1 crédit sur 3, dans le fond, dans un cours de méthodologie. Au bac, ils interviennent aussi dans certains cheminements, génie chimique ou dans d'autres, dans certains départements plus en particulier, de façon créditée parce qu'ils ont dit si c'est pas crédité, c'est au bon vouloir, en fait, de l'étudiant de suivre un cours à la bibliothèque ou d'aller au SAE suivre la rédaction. Si la rédaction, le français, les compétences informationnelles, etc., ne sont pas créditées, ça ne marchera pas. À Chicoutimi, eux, ils ont pris une autre tangente. C'est obligatoire, mais non crédité. Bon, ça dépend. Il y a plein de façons de faire. Dans d'autres universités un peu plus comme nous, c'est sur inscription ou viens voir à la bibliothèque, on a une offre de service. Mais encore, c'est ça, ce service-là, il sert à quoi? Parce que les étudiants, s'ils ne vont pas l'utilité, ils vont faire de façon... C'est ça. Ceux qui viennent, en fait, généralement, c'est parce qu'ils voient. Tu sais, quand c'est une offre de service, c'est souvent, ben j'ai un problème, je réalise que j'ai une lacune. Mon professeur me dit que j'ai une lacune parce que dans mon travail, il a vu quelque chose, il m'envoie faire ça. Ben, c'est ça. Ouais. Mais peut-être qu'en identifiant effectivement les cours où il y a plus justement de recherche à faire, pas nécessairement lié à de la rédaction, ça peut aussi. Il y a sûrement quelque chose à faire par rapport à ça. Puis là, on ne dit pas, dans le fond, nous, on veut intervenir dans chacun des cours. Là. On dit vraiment de donner des ressources pour que ça puisse être quelque chose qui est évalué. Puis on réalise de plus en plus qu'au secondaire,
au secondaire puis au cégep, il y a des référentiels qui existent sur ce genre de compétences-là, puis les TIC, les technologies de l'information et des communications, l'utilisation d'Internet. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? La citoyenneté numérique, c'est des mots qui commencent à entrer dans le cursus scolaire au niveau secondaire et collégial. Puis les compétences et les habiletés qu'ils citent dans ces référentiels-là sont de niveau quasiment universitaire. Là, on se dit, oh boy, ils vont avoir du travail à faire. Parce que nous, on remarque ça, qu'imagine quand ils parlent d'étudiants secondaires. Donc, peut-être qu'on va voir des étudiants qui comprennent de quoi on parle quand on arrive à l'université, puis qu'on va pouvoir justement réussir à... Parce que c'est sûr que ce n'est pas dans une présentation d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures en méthode de communication, avec tout ce qu'ils voient en méthode de communication, qui est tout nouveau, parce que c'est tous des trucs qui sont différents que ce qu'ils apprennent dans les cours techniques, ou les cours vraiment où ils apprennent une matière liée à l'ingénierie. Bien, c'est sûr que là, ils sont surchargés d'informations aussi. Mais c'est surtout qu'on ne leur demande pas de le transférer. Ouais. Ça, on leur demande pas. Ou on leur demande, mais ils ne font pas le lien, que c'est lié à ce qu'ils ont appris, tu sais. Ouais. Ce matin, j'étais dans un cours de com, j'ai expliqué à APA, Ouais. c'est 1 heure là. Je me posais la question, est-ce que vous avez vu ça au collégial? Il y en a beaucoup qui ont dit non. Quelques-uns ont dit oui, d'autres m'ont dit au secondaire. Et ils m'ont dit, mais ce ne sont pas les mêmes normes. Ce sont les normes, on fait une citation en exposant, on fait une note en votre page. J'ai dit, ici, c'est pas le système qu'on utilise en ingénierie. Alors, je donnais un exemple en histoire, bizarrement. C'était plus en sciences humaines qu'on utilisait ce système-là. Et je leur ai posé des questions sur la citation directe, indirecte, tout ça. Et ils sont un peu mêlés. Alors, on essaie de démêler ça pour faire un renforcement parce que dans une capsule satellite qui sont plus ou moins réussies. Là, on va changer des choses. Ça fait 3 classes que je visite là, pour changer et améliorer un peu ce que vous avez fait. Donc, j'ai fait un questionnaire, j'ai testé, le projet pilote, pour justement qu'ils intègrent la citation, comment la faire, comment citer correctement. Puis en posant les questions ce matin, je me rendais compte, parce qu'on leur a dit de se concentrer sur le capsule satellite, que c'est encore émêlé. Nous, on réalise en com, on ne montre plus la théorie, là, je dirais, parce qu'ils voient les capsules à TE800. Fait que ce qu'on essaie de faire, c'est de se présenter puis de répondre aux questions. Alors là, ça devient un peu plus pratique. Côté citation, tout ça. Donc, on leur donne des exemples, qu'on essaie d'apporter le côté tu as quelqu'un là, profite-en pour poser la question versus la capsule qui est peut-être des questions que tu soulèves, mais que tu ne vas peut-être pas les poser directement. Donc ça, on essaie de le faire. Puis, je parlais avec un professeur, justement, qui me disait, là, avec la nouvelle politique sur les infractions, le plagiat, etc., on va probablement avoir des comités à faire au département, tout ça. Puis il dit, moi, là, j'en ai par-dessus la tête, là, je vois des affaires, là, l'étudiant, là, il me fait une paraphrase, il met ça entre guillemets, il a de la misère, il a traduit, mais il n'a pas cité. Tu sais, des fois, ils le font, mais vraiment là, de façon à ce que même moi, de façon créative, j'aurais pas pu penser à écrire ça comme ça dans un texte. Donc là, il dit, là, ça, c'est-tu du plagiat? C'est pas du plagiat. Il a cité, mais il l'a fait tout croche. Ouais, OK. Là, c'est une question de méthode. Ouais. Selon... ouais. Mais ça, quand on leur en parle aussi, je reviens avec le français, c'est beaucoup dans la façon de rédiger, puis c'est aussi dans la façon de lire. Quand on parlait d'évaluation des documents qu'on a trouvés sur Internet, on dit, ben là, tu en as plein des documents, tu ne vas pas tous les lire. C'est rare, même au cycle supérieur, que tu vas lire tous les articles. Là, avant, il faut que tu sélectionnes, tu fasses une présélection, après, tu vas en lire. Donc, qu'est-ce que tu dois lire? Les résumés. À un moment donné, ça va parler de la discussion. À un moment donné, il va y avoir les mots-clés. Il va y avoir des marqueurs de liaison. Il va y avoir des trucs qui vont t'indiquer dans le texte que, oh, là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant qui se passe ici. Il parle d'une conclusion. Va lire, c'est identifier rapidement dans le texte, tu sais, la lecture rapide, qu'est-ce qui est important. Après, si c'est plus pertinent pour toi, tu vas le lire, le document. Mais là, justement, ils réalisent que les étudiants ne font pas ça, même dans les études, on ne l'a pas cité, mais
On ne l'a pas mis, en fait, mais il y avait une de ces études-là où il disait, on le sait, on a tout cité, où il disait, les étudiants, quand on les observe, ils ont des dizaines et des dizaines d'onglets ouverts en même temps, des piles de documents qu'ils ne liront jamais. Il disait ça, ils vont trouver des documents, là, il y en a plein, mais ils ne vont jamais les lire. Il y en a beaucoup trop. Fait que là, soit ils impriment tout, ils ouvrent plein justement d'onglets sur Internet. Mais après ça, l'organisation, là, tu fermes tout ça, tu t'en vas manger, tu reviens, tu refais toute ta recherche parce que tu n'as rien gardé. Là, tu n'as pas les mêmes informations. Donc, là, c'est là aussi, à un moment donné, je réalisais qu'au niveau, peu importe quel niveau, mais ta méthode de travail, moi, je sais pas, j'étais au cégep, on avait un cours sur la méthode de travail, je sais pas s'il y a encore ça aujourd'hui, mais la méthode de travail, c'est là qu'on voit ceux qui ont une bonne méthode, même s'ils n'ont pas toutes les connaissances, les compétences informationnelles, ils s'en sortent mieux. Parce que déjà, ils vont être plus méthodiques. Moi, à la base, je ne suis pas une personne très méthodique, donc ces choses-là m'ont aidé beaucoup durant mon parcours universitaire. J'ai une question peut-être un peu pointue par rapport aux étudiants au bac et au cycle supérieur. Tantôt, vous avez dit qu'au cycle supérieur, ils sont capables de nommer les bases de données. Pourquoi vous donnez la même formation? Est-ce que c'est la même au bac? Pourquoi au bac, ils ne sont pas capables de répondre à ça? Bien, généralement. Les bases de données scientifiques? Oui, bien, parce qu'ils ne les ont jamais utilisées, tout simplement. Mais en fait, la formation qu'on donne. On en présente, on en présente. Oui, on en présente une. Là. On n'a pas le temps d'en présenter des tonnes, là, mais oui, Compendex ou Scopus, ça dépend de comment on se sent cette journée-là. Ben moi, j'ai une bonne idée là-dessus. Tu l'as quand même un peu dit, c'est-à-dire, les étudiants supérieurs, il ne suffit pas à ce que... C'est pas... Quand on leur demande quel outil de recherche utilisez-vous, c'est pas lié à la formation, c'est avant. Donc, c'est ça. Donc, là, les étudiants en MTR, ben, ils ont fait 4 ans de bac, soit à l'ETS, soit ailleurs. Donc, ils ont une certaine connaissance de ces outils-là. Aussi, ça, c'est vraiment une hypothèse. Moi, je remarque que les étudiants au bac font beaucoup de recherches, on le voit, sur Google. Puis parfois, ils tombent sur de la documentation scientifique. Ils vont tomber sur des articles, tout ça, mais ils ne vont pas nécessairement aller dans I3E faire une vraie recherche approfondie pour avoir les meilleurs. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire une recherche, on appelle, mettons, des méta-recherches. Et là, ils vont trouver un article, ils vont dire, bien, il est bon, c'est correct pour le niveau dans lequel je suis, je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose de systématique. Fait que là, ils disent, par où, qu'est-ce que tu utilises? Google. Oui, mais tu es en I3E. Oui, mais ce que j'utilise, c'est Google. Tu sais, la connaissance que tu as changé de plateforme. Ils n'ont pas la connaissance. Non. Mais et après c'est... votre intervention, est-ce qu'ils seraient capables de nommer Compendex? Oui, Compendex, oui, après. Souvent, en fait, là, on n'a pas tout le formulaire qu'on leur distribue, mais on leur demande qu'est-ce que vous utilisez régulièrement pour vos travaux. Là, ils nous disent Google, mais on leur demande toujours aussi quelle information vous avez trouvé la plus utile ou pertinente dans la présentation, qu'est-ce que vous avez trouvé le moins utile ou moins pertinent. Puis souvent, en général, ils vont dire les outils de recherche, Compendex ou des outils novel en particulier, des choses comme ça. C'est ça, là, ça leur allume quelque chose, mais c'est sûr qu'avant qu'ils aient suivi la formation, généralement, ils sont en première année de bac, donc ils ont eu des formations de recherche au cégep, mais généralement, les cégeps n'ont pas ces outils-là de recherche parce qu'ils sont trop dispendieux pour le milieu collégial. Donc, moi, je juge que c'est normal qu'ils ne les connaissent pas, puis c'est correct aussi, là. Oui, absolument. Oui. C'est pas un jugement de valeur qu'utilise Google, c'était vraiment juste un portrait. Puis je dirais, plus je donne des formations, je dirais moins je porte un jugement de valeur sur le fait qu'ils utilisent Google. C'est sûr que quand on sort de l'université, on est un peu mindé à transmettre les outils de recherche spécialisés, mais finalement, si avec Google, ils trouvent des informations pertinentes quand même, parfait, on va les aider à mieux utiliser Google. Ouais. Si je peux juste ajouter sur ce que Marie-Renée dit aussi, c'est qu'en début de bac, dans le cours de méthode de communication, je ne m'attends pas non plus qu'après les étudiants soient des experts ou soient très à l'aise dans la recherche de les bases de données d'articles scientifiques. Parce que c'est sûr qu'ils vont plus utiliser les normes, les livres, les handbooks. Déjà, s'ils sont capables de me nommer Novel, ASM Handbook, on ne le voit pas plus.
Mais ça, nous, on met beaucoup plus d'emphase au niveau du bac à utiliser, par exemple, Termium Plus pour aller traduire, pour comprendre les bons concepts, pour aller chercher le terme technique, technique de l'ingénieur, novel, ASMN Book. Va dans le catalogue de la bibliothèque trouver les livres que tu as besoin pour ton cours. Donc, si déjà ils sont capables de dire, bien, le catalogue de la bibliothèque, là, il y en a un peu des articles dedans, fait qu'ils vont en trouver. Les handbooks importants, tout ça, mais ils ne sont pas encore, même ça, ce n'est pas encore fait parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps de l'appliquer. Parce que tantôt, si on fait la formation à la bibliothèque, j'aurais parlé de la norme APA, les 3 livres. Oui. Ça y avait l'air un petit peu surpris. Pour le style, dans le style de rédaction de l'école. Mais ça, en même temps, à TA800, ils l'ont aussi. Malgré que ça soit répété 2 fois. Ah oui, non, peut-être. J'étais surpris de ces 2 acronymes. Ah oui, non, ça se peut. Nous non plus, on n'entre pas dans le détail. On ouvre le guide, on leur demande de regarder les pages. Oui, bien, on leur parle du style de l'ETS qu'on l'appelle. On dit un style auteur-date, mais on n'entre pas dans la technicalité si c'est un style APA ou Chicago ou I3E ou Harvard. On l'appelle le style de l'ETS. Oui, c'est le style Il y a un ETS. fichier de formatage EndNote disponible pour le style. Oui, disponible sur EndNote, Zotero, Mendeley. Tous les logiciels. Non, mais juste de façon anecdotique, pour confirmer un peu ce que vous dites là. Moi, il y a un travail en particulier, il doit faire une bibliographie commentée. Je leur demande, en faute, bon, tu sais, quand ils remettent ça, c'est quoi le contour du sujet, là, expliquez-moi, on va parler avant. Mais puis là, je dis, OK, quelle banque de données vous avez consultée? Là, quand il vient quasiment le jour de la remise, là, il vient de me dire, hey, parle des banques de données consultées, là, c'est quoi ça, qu'est-ce qu'on met? T'sais? Bon, moi, je les dirige parce que c'est toujours autour de l'actualité, je les dirige vers Eureka. Puis là, je leur dis, bien, Eureka, c'est une banque de données. Ah, OK. Puis je leur dis, en principe, Google aussi, c'est une banque de données. Mais il y a des... Oui, c'est pas une banque de données technique, mais c'est une banque de données. Mais il y a des... Ah, ben oui, on utilise Google. Il y a des problèmes, des difficultés de terminologie aussi. C'est que tout le monde appelle ces outils-là de manière différente. Comme nous, on utilise base de données. Sur le site de la bibliothèque, c'est base de données. Il y a des... Vous dites banque de données. Ouais, il y en a qui vont dire outils. Ouais, mais c'est ça, mais peu importe. Mais ça mêle un peu les gens. Outils de recherche, moteur de recherche, là, toute cette terminologie-là fait que les étudiants sont un peu déstabilisés. Juste pour avoir vu comment ils sont pris, ils ont utilisé l'outil. Ma question est un peu mal formulée. En fait. Non, mais... Mais c'est clair qu'en même temps, pour eux, c'est comme, ben, on est sur Google, là, pourquoi mentir? Nous, on réalise aussi que on l'appelle l'outil de découverte. Le catalogue de la bibliothèque, la base de données qui est fournie par la bibliothèque, dans laquelle sont indexés tous les livres, les normes, les handbooks et maintenant certains articles scientifiques. Donc, un échantillon, nous on le présente comme ça, un échantillon des articles, des bases de données sélectionnés par ça c'est UQ en fait que c'est géré, sont intégrés dans le catalogue. Donc c'est pas tout, mais c'est correct pour un étudiant du bac là, parce que c'est sûr que à l'intérieur de cet outil-là, il va trouver tout autant les livres que certains articles. Et puis généralement cette façon de chercher là qui est un peu à la Google est plus facile pour eux que d'aller dans chacun des outils spécialisés pour faire des recherches puis de répéter la recherche à chaque fois. Donc, on a essayé de faire l'outil de découverte de la bibliothèque comme un moteur de recherche Google. Les bibliothécaires détestent ça. Les techniciens de documentation à la bibliothèque qui ont fait ce changement-là, c'était la fin du monde. Mais pour l'étudiant du bac, ça répond un peu plus à ses besoins. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci encore.